Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je m'en vais aujourd'hui, si vous le permettez, vous dire un conte amérindien de la tribu des Cherokees. Un petit garçon était très malheureux parce qu'un de ses camarades, plus fort que lui, l'avait battu et humilié devant les autres enfants de la tribu. Il est allé voir son grand-père pour lui demander de l'aider à se venger. Le vieux sage l'écouta très attentivement, lui posa quelques questions pour en savoir plus, puis, après mûre réflexion, commença à parler. Écoutez-le. Mon adoré petit renardeau, qui retrousse ses babines pour montrer ses petites dents et qui rêve de pouvoir mordre. Commence d'abord par sécher tes larmes et écoute-moi très bien pendant que je pense tes blessures. Je vais te raconter une histoire vraie qui nous vient de nos ancêtres. Ce n'est pas une légende, même si elle est imagée pour permettre aux petits garçons comme toi de la comprendre et de s'en inspirer dans leur vie. Tu sais, avant l'arrivée des Blancs, nous étions une nation heureuse et nous avions de la vie une conscience et une perception qui allaient puiser dans la magie de l'être, dans ses tréfonds, dans ses dimensions bien plus vastes et bien plus profondes que l'intellect ou la mémoire, de la même manière que nos mustangs galopaient dans les prairies qui allaient d'un océan à l'autre sur des étendues infinies. Et c'est ainsi que nous avons compris que l'homme a deux loups dans son cœur, qui l'habitent et qui l'impulsent. Un loup blanc et un loup noir, qui se mettent à chaque fois à se battre dès qu'une pensée frémit dans ton esprit. Ils se battent à chacune de tes pensées pour qui ouvrira la porte de ton cœur et y pousser son cri, un cri qui viendra moduler tes sentiments. Ils se battent sans cesse jusqu'à ce que nous nous endormions. Ils dorment et se réveillent avec nous et ils se battent jusqu'à ce que l'un d'eux finisse par terrasser l'autre et parfois même à le tuer. Le loup blanc est celui qui porte en lui tous les sentiments nobles et purs qui habitent ton être profond, qui y ont été semés par le grand esprit. L'amour, la bonté, la douceur, la tolérance, la compassion, la générosité, l'esthétisme, la bonne humeur, la bienveillance et tous les meilleurs sentiments qui font vibrer le cœur de l'homme, qui le réchauffent et l'égaient. C'est ce loup blanc qui te console quand tu es malheureux, qui ravive ton courage devant l'adversité, qui t'incite au pardon et à l'indulgence quand tu es en colère, qui fait naître dans ton visage ce sourire heureux qui illumine maintenant ton visage. L'autre loup, le loup noir, est au loup blanc ce que la haine est à l'amour, ce que l'amertume est à la douceur, ce que le pu, fétide, est à l'eau pure, ce que la douleur est au bien-être. Il est l'incarnation et la source mauvaise de tous les sentiments noirs et glauques qui ont été inséminés par l'esprit des ténèbres. Il est le mal, la haine, l'acrimonie, la méchanceté, l'envie dévorante, la cruauté, la discorde, la violence. C'est lui qui avive ta colère, qui attise tes haines, ton ressentiment, qui aiguise
tes paroles fielleuses, qui t'incitent à la proximité des méchants et à l'animosité contre tout ce qui est bon et beau. C'est lui qui fait naître en toi tout ce qui t'éloigne de la lumière, et c'est lui qui t'inspire le ricanement et le rictus de mépris pour tes semblables. Et ainsi, mon petit-fils, mon cher petit-fils, ces loups se battent pour qui dominera ton cœur, ton ressenti, et donc ta personnalité profonde, et donc tes actions. Ils se battent ainsi, ces deux loups, le blanc et le noir, tout le temps que tu seras vivant, et ils mourront au moment où tu cesseras de produire de la pensée. Mais il arrive, pour certains parmi nous, qu'un des deux loups réussisse à tuer l'autre, du vivant même de celui qui les héberge. Alors, si le loup blanc l'emporte, celui qui le porte en son cœur devient désormais et dès lors un sage, un homme serein, définitivement apaisé, qui ne se met jamais en colère, qui ne fait jamais de mal, qui appelle les hommes à la fraternité, à la paix, à l'amour, à la concorde. Cet homme devient une source vive qui dispense autour de lui lumière et harmonie, paix et joie, justice et humanité. Ces hommes qui ont eu ou qui auront la chance de ne garder en eux que le bien sont comme des piliers pour toute l'humanité, un exemple vivant et une leçon vivante pour trouver le sentier de l'amour. Mais si c'est le loup noir qui l'emporte, alors celui qui le porte en son cœur se transforme en monstre de haine, d'acrimonie, d'exécration, de violence, de rejet de l'autre. Il devient un été noir pour toute lumière et pour tout espoir de paix avec l'autre, avec les autres. Et ces hommes qui ont eu le malheur de n'héberger en eux que le loup noir seront pour l'humanité et pour tous ceux qu'ils approcheront une terrifiante énergie du mal, du désespoir, du malheur. C'est l'histoire, j'ai fini, mon cher petit enfant. Le petit Cherokee se gorgeait des sages paroles de son grand-père. Il n'avait plus de haine pour le camarade qui l'avait humilié et il se demandait déjà comment il allait faire pour en faire un ami. La vieille légende l'avait pénétré jusque dans l'endroit de son cœur où étaient tapis les deux loups. Et il avait senti que le loup noir s'était recroquevillé sur lui-même. Le temps de la narration. Le museau entre les pattes de devant avec des yeux de chien battu. Le petit garçon avait le sentiment diffus que des portes de lumière s'ouvraient en lui. Et une question fusa de sa bouche. « Mais, grand-père, comment aider notre loup blanc à vaincre notre loup noir ?» La réponse du vieux sage a été d'une limpide simplicité. Le loup que tu nourriras vaincra celui que tu affameras. Les deux ont besoin d'être nourris. Le loup blanc d'être nourri en sentiments lumineux et le loup blanc en sentiments noirs. Les sentiments que tu éprouves et que tu exprimes par tes actions nourriront tes loups. Affame le loup noir et il s'éteindra en toi, nourris-le et il te dévorera. أين ببني دورارنا ذي زمال تبنزروينا تسير ما مقراني الجاريين خاطرك تبغوتي لي ماشي ديوث المصيبة ديون والريف ديوث البطلة بركاني قاعد الفمورت ذولا قرار ديوغال ووال الغرسن الوجدود. Kharata, un rendez-vous avec l'histoire
c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'ai ici avec moi sur le plateau mes amis avec lesquels nous allons faire cette émission. Mohamed Ben Issa, militant politique. Merci d'être avec nous, Mohamed. Merci Jamel. Merci beaucoup. Khlef Saidi, analyste politique qui est avec nous ici en stage. Merci d'être avec nous, Khlef Saidi. Merci Jamaldine pour cette invitation, pour cette occasion. Merci. C'est avec un grand intérêt que je suis vos interventions journalières. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, nous allons avoir avec nous depuis le pays surtout des gens, des amis, des militants qui ont été à Kharrata. Ils vont nous dire un peu ce qu'ils ont vu là-bas. Et nous allons commencer avec Assia Geshoud depuis Strasbourg, hérakiste de la diaspora très connue, et qui fête l'anniversaire de son enfant aujourd'hui. Mais avant de vous donner la parole, Assia Geshoud, je rappelle que notre ami Khlef Saidi fête aussi son anniversaire. Aujourd'hui, en même temps que le deuxième anniversaire du Hirak à Kharrata, et en même temps que l'anniversaire de la création de l'Marabi. Que la création de l'Marabi. C'est incroyable. 3 anniversaires, et avec celui de l'enfant, du fils de Assia, ça fait 4 anniversaires. 4 anniversaires aujourd'hui. Il y a de la joie dans l'air, Assia Geshoud. Il manque que la tarte. Il manque que la tarte. Assia, merci d'être avec nous. Oui, salam alaikum, Azul Filaoun. Bah écoute, Mohamed, je te salue, je salue les personnes qui sont sur le plateau et les téléspectateurs. Mohamed, je te ramène un bout de tarte dimanche le 21 à Paris, Inch'Allah. Je note ça. Voilà. D'accord. Alors, Assia, vous, la passionnée du Hirak, la Hirakiste très active en Europe, qu'est-ce que cette grande journée de Kharrata vous a inspiré? Ah, je suis transcendée aujourd'hui. Je suis très, très heureuse. Bon, j'avais aucun doute que tout le monde allait rejoindre Kharrata et qu'ils allaient sortir en force. Nous avions parié pour le million. Je crois que nous l'avons largement dépassé. Donc, c'est extraordinaire. Je suis très, très contente de voir cette mobilisation. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont venues de Adrar. C'est énorme. Les gens sont venus de partout. On les a vus prendre la route cette nuit, de Annaba, de Betna, de partout. Alger, bien sûr, qui ont rejoint Kharrata. Donc, c'est extraordinaire. C'était une mobilisation magnifique qui a fait chaud au cœur. Vraiment, vraiment. Yateom Saha. Assia, je m'excuse de jouer un peu celui qui gâche la fête. Mais vous croyez qu'il y a eu 1 million de personnes à Kharrata? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Je vois que vous voyez ça avec les yeux de l'amour, les yeux qui ont tendance à grandir. Mais je ne pense pas très franchement, personnellement, qu'il y ait eu 1 million, mais ils étaient très nombreux en effet. Vous avez vu les images, il y en avait partout, ça débordait de partout. Franchement, je ne sais pas si ça a été comptabilisé, mais en tous les cas, c'était vraiment extraordinaire. C'était magnifique. Et nous espérons que nous allons dépasser ce nombre le 22 février à Alger, que tout le monde va converger vers la capitale le 22 février pour sortir, pour se mobiliser tous en force. Nous l'espérons fortement, Inch'Allah. Mais sinon, quel message pour ce régime qui a tout fait pour étouffer le Hirak pendant 2 ans? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme subversion? Finalement, il a suffi de ça pour que le peuple se retrouve dans la rue. Ah oui, non, mais là, le message, c'est vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand le peuple est déterminé pour aller vers sa liberté, ils ne peuvent rien faire contre. Ils ne pourront jamais arrêter un peuple en marche pour sa liberté, pour libérer le pays. Ils ne pourront jamais le faire. C'est un véritable éveil depuis 2 ans. La pandémie a fait qu'il a fallu reculer un petit peu, mais finalement, on le voit bien. À la moindre occasion, tout le monde ressort. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était une mise en veille, finalement, et dès que l'occasion est donnée, tout le monde ressort. Mais c'est une détermination, ils ne pourront rien faire contre ça. Il va falloir vraiment qu'ils le comprennent définitivement cette fois-ci. Ils ne pourront rien faire. Et on le verra le 22 à Alger. Inch'Allah. Déjà le 21 à Paris, j'appelle vraiment tout le monde à nous rejoindre à Paris en force. Il va falloir qu'on sorte vraiment, qu'on soit très nombreux. Déjà la veille du 22, bien sûr, hein, pour montrer que la diaspora est là. Et le 22, tout le monde à Alger, Hello le Béban.
accueillez tous ceux qui viennent de partout à Alger. Merci beaucoup, Asia Keshoud. Je rappelle à tous nos invités que c'est 3 minutes d'intervention pour chacun ou chacune et qu'il y aura une interruption automatique depuis la régie. Ça veut dire si vous êtes coupé, ce n'est pas de notre faute. Donc, voilà. Alors, Nabila Smaïl est avec nous. Maître Nabila Smaïl, avocate, militante du FFS, militante du Hirak aussi. Merci d'être avec nous, Nabila Smaïl. Maître Nabila Smaïl. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez à Kharrata. Alors, je vous laisse vous exprimer et je ne vous interromprai pas. Vous avez 3 minutes. En 3 minutes, qu'est-ce que je devrais décrire? La joie de se retrouver ou la détermination de continuer ou l'entêtement du pouvoir. Il y a 3 choses qui se sont rassemblées aujourd'hui à Kharrata. Il y a eu ce besoin de se retrouver pour se ressourcer et pour se remobiliser. Il y a ce message extraordinaire d'unité qui a été envoyé à un pouvoir complètement affolé de voir autant de wilayas venir au point de chute qui est Kharrata. Et qu'est-ce que je devrais dire aussi? Je devrais dire que la détermination est toujours la même, qu'une année de suspension des marches n'ont pas diminué de la détermination du peuple. Ou, au contraire, j'ai ressenti une maturité j'ai ressenti une grande maturité politique parce que maintenant tous ceux qui nous ont interpellés nous ont demandé de structurer politiquement cette révolution. On a tous expliqué que les marches ne sont qu'un moyen de pression et que l'objectif est un objectif purement politique. Les marches ne sont pas un objectif, c'est un outil de pression. Donc, ce que je devrais dire aussi, c'est qu'il y a eu 2 objectifs. La marche d'aujourd'hui a été observée par 2 objectifs différents. C'était l'objectif du peuple qui a eu besoin de se retrouver, qui a eu besoin de se ressourcer. Et l'objectif, je parle de la caméra, le micro, et l'objectif du pouvoir, qui a, juste après la fin de la marche, qui a lâché sa presse aux ordres pour dire que c'est des marches infiltrées, Rachid, le MAC, alors qu'il n'y avait absolument rien de tout ça. Il y avait un seul drapeau, il y avait le drapeau identitaire, le drapeau de la nation algérienne. Il n'y avait aucune tendance, aucune idéologie. Les slogans étaient très forts, les slogans étaient les mêmes. Il y a eu une fusion et des retrouvailles extraordinaires. Moi, je dirais que le pouvoir est vraiment dans une panique absolue parce qu'ils avaient tous misé sur l'échec du rendez-vous d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espoir. À partir du moment où le peuple a compris que toute cette période de suspension des marches a été une période pour démasquer et montrer le véritable visage de ce système qui s'est rénové de l'intérieur et qui n'a fait que changer de façade. Donc le peuple a vraiment compris. Il y a eu ce qui était extraordinaire, c'est que nous avons vu nos camarades de Rardaya, de Djelfa, de l'Arwat, ils sont venus de partout. Ça, c'était extraordinaire. Ça avait commencé hier soir, mais aujourd'hui, ils sont venus de partout. Donc, je crois qu'il y a de l'espoir. Il faut absolument s'adresser à ce peuple avec une seule voix, un seul objectif et un seul but. Sauver l'Algérie, rester unis et faire partir ce régime et faire entendre à ce régime la voix du peuple. Il est temps que ce pouvoir ouvre les yeux pour voir qu'il y a un peuple qui ne veut pas être divisé, qui ne veut pas... Ah, désolé. J'ai prévenu qu'il y a des coupures automatiques. Je suis désolé. Hein. Alors, d'abord, nous allons écouter Maître Bouchachi et puis nous donnerons la parole à Maître Aïssa Rahmoun. ونتمنى بأن بمناسبة الذكرى الثانية ستكون مدينة خراطة هي التي تبعث الحراك، هي تبعث النضال السلمي مرة أخرى. من هنا من مدينة خراطة ستنطلق الموجة الثانية من أجل هذه الثورة السلمية، من أجل تحرير الجزائر. لأن دائما نقولوا بأننا حررنا الأرض
في سنة 62 ولكن لم يتحرر أبدا الإنسان. على هذه مهمتنا جميعا، مسؤولياتنا جميعا، من أجل أبنائنا، من أجل أحفادنا، من أجل مستقبل الجزائر. يجب أن تستمر هذه الثورة السلمية، وإشارة انطلاقها كانت دائما من مدينة خراطة. شكرا على كرمكم. Issa Rahmoun, maître Issa Rahmoun est avec nous. Merci. Issa Rahmoun, vous étiez à Kharrata avec maître Nabil Asmaïl et les autres militants. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette journée? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est un double sentiment, c'est Jamal, c'est un double sentiment réellement. On s'est retrouvé avec tous les activistes, tous les confrères et consoeurs qui étaient là depuis le février 2019 à nos jours, qui n'ont pas abandonné le terrain de la lutte, le terrain de la militance. Bien sûr, il y avait beaucoup d'anciens détenus qui sont devenus des amis, des camarades de lutte aussi, mais aussi c'est une amertume de ne pas évoquer ceux qui nous ont quittés. Et parmi eux, ce double sentiment, vous voyez, c'est comme un train, le train de la révolution ne s'est pas arrêté à l'occasion de la suspension des marches le 13 mars 2020 par rapport au Covid, la pandémie du Covid. Très vite, les gens se réapproprient une autre fois l'histoire. Qui a dit que l'histoire ne pouvait pas se répéter, ne pouvait pas se relancer à partir de Kharrata? Donc vous voyez, le message était très clair. Quand on entend des slogans, l'istiqlal, sha'b yurid l'istiqlal, les slogans n'ont pas changé. Les objectifs du Hirak, l'objectif du Hirak n'est pas changé réellement. C'est le départ du régime dans sa globalité, et tous ces traquenards posés par la feuille de route du porte-parole du régime, qui est le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, ne passe pas dans la rue. Réellement, le Hirak a prouvé une seule chose qui est très importante en termes verticales, cette bipolarisation de la prise de décision politique et de la légitimation des institutions et de la politique. D'une part, il y a l'état-major de l'armée, et de l'autre part, le peuple algérien qui veut se réapproprier son droit à l'autodétermination. كما قال سي الحسين يتحمد ربي يرحمه aussi, même si les nuits sombres de la dictature du régime autoritaire s'allongent dans la durée, mais un beau jour nous allons sortir de ce tunnel autoritaire, de ce tunnel dictatorial. Voilà le sentiment qui a jailli, cette lumière qui a jailli de Kharrata, le Hirak est relancé de Kharrata comme il a été enclenché le 16 février 2019. Maintenant, c'est à Alger, c'est aux autres wilayas d'être au rendez-vous avec l'histoire, au rendez-vous de la construction d'un État de droit, d'un État démocratique. Merci Issa Rahmoun. Alors, nous avons... En premier plan, c'était Tajadid, hein, le fameux. Alors, Mohamed Ben Issa, ce régime, finalement, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme effort? Qu'est-ce qu'il n'a pas déployé de subversion pour finalement, voilà, il a suffi que la population de Kharrata, pour fêter le 16 février, date à laquelle le Hirak à Kharrata s'était ébranlé. Je rappelle qu'il s'était ébranlé aussi à Borj-Barij, à Khenchla, à Bouira, et puis le grand 19 un peu partout. Et donc ce régime, finalement, il s'est fatigué pour rien. Oui, ce régime, Jamal Din, il appartient au passé. Donc ce qu'on voit là
suite, ce qu'on a entendu depuis depuis 2 ans, c'est une volonté qui ne s'arrête pas, qui ne va pas s'arrêter à des dates, ni à des événements, ni même à la pandémie. C'est une volonté ancrée dans ce peuple qui est blessé dans sa dignité. Le peuple algérien, il ne faut pas oublier, est blessé dans sa dignité. Et ce genre de choses pour un peuple qui a pu chasser un colonisateur, la 4e puissance mondiale, je pense que c'est quelque chose de profond. C'est pas rien. On ne cherche pas en fait d'ajuster quelques mécanismes. On ne cherche pas d'avoir quelques privilèges. On ne cherche pas une politique sociale ni économique. On cherche notre dignité. Et la dignité, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement falsifier ou facilement. En fait, on ne peut pas avoir ce peuple de cette manière. En plus, tout ce qui nous a arrangé depuis 2 ans, c'est que le régime n'a rien changé dans ses méthodes. Il n'a rien changé un iota. Toujours les vieilles recettes. Et pire encore, tellement qu'il est à court d'idées, à court d'arguments, à court de moyens, à court de personnages qui peuvent jouer ce rôle-là, il a fait pire encore. Il a emprisonné, il a fait pire que l'ère Bouteflika. Jusqu'à maintenant, on a 70 jeunes, 70 militants en prison à cause d'un délit d'opinion. Ce qui n'a pas été... Et ça continue. Hein. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. On a des militants qui se sont fait convoquer. Brahim L'Alemi, qui a été condamné à 2 ans. 2 ans de prison. Et la dame, j'ai oublié son nom... Il y a Dalila... J'ai oublié son nom, on va nous donner son nom, qui a été condamné à 6 mois de prison ferme. Oui. Il continue, il convoque encore. Là, aujourd'hui, on a un militant, on le salue d'ici, Yahya Smaj, qui a été aussi convoqué. Il a eu sa 2e fois passage devant le tribunal. Il attend son verdict. Cet harcèlement à ce peuple, que le système n'a pas compris. Il n'a pas compris le problème du peuple algérien. Le problème est dans sa dignité, sa liberté, sa souveraineté. Et là, on peut rester 10 ans, 20 ans. On ne lâchera pas. Le peuple algérien ne lâchera pas. Il a fait déjà la preuve pendant la guerre d'indépendance. Il le refera maintenant. Et en plus, quand on entend ces jeunes-là qui se reconnectent avec Aït Ahmed, avec les Moudjahidines, avec ceux qui ont combattu, donc la ligne, donc la ligne est directe. La connexion est faite. C'est une question de temps. Et puis encore, ce qu'on voit, c'était impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui à Kharrata, parce qu'on a déjoué tous les pièges. Kharrata, aujourd'hui, c'est une ville à majorité berbérophone. Dans cette ville-là, il y avait tous les Algériens. Il n'y avait pas... On a entendu qu'il y avait certains qui ont essayé de sortir des slogans à gauche et à droite. Ils ont été empêchés. Les slogans fidèles au Hirak, ils étaient là. L'union sacrée du peuple algérien était là. Les revendications, ils ont ciblé toujours le cœur du problème qui est l'État militaire. On entendait là juste à l'instant les généraux à la poubelle. Donc ça n'a pas changé depuis 2 ans. Donc on est tout fiers de voir notre peuple. Et on est un petit peu, on a la chair de poule et on est très loin. On aimerait bien être avec eux, mais on est de tout cœur. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, non seulement cet engagement, cet enthousiasme, mais il y avait aussi de la tolérance entre les Algériens, un peu comme pour dire, vous ne nous diviserez pas. Avant de donner la parole à Khalaf Saïdi, nous allons écouter nous allons regarder ensemble, je n'en dis pas plus. Écoutez bien ce qui se dit maintenant. Écoutez. Alors, c'est incroyable, hein, ça veut dire qu'on fait tout pour nous diviser, en idéologie, en ancrage politique, en région, en identité. Mais le peuple, il est en train de dire non, vous ne nous diviserez pas. Exactement, Jamaldine. Donc, ce pouvoir, ce système qu'on connaît de par sa nature militaire, avec sa façade présidentielle civile, a tout fait. Depuis le lancement, depuis le départ de cette révolution du sourire-là, il a tout fait, il a tout utilisé. La réponse, elle est là aujourd'hui. Aujourd'hui, à Kharrata, c'est l'Algérie qui est partie à Kharrata. Ce n'est pas uniquement les gens de Kharrata, mais pour moi, c'est l'Algérie qui a été accueillie, bien accueillie par les camarades, par les compatriotes, par les névalistes de la ville historique de Kharrata. N'oublions pas, Kharrata, c'est
n'oublions pas les sacrifices de cette ville-là durant la révolution de 54. Combien de morts il y a eu le 8 mai 45. Allah yarham shuhada. Aujourd'hui, moi personnellement, je voudrais dire ce que je ressens en tant qu'Algérien, loin, hélas, loin de mon pays. Ce que je ressens de la joie. Je suis heureux de voir toute l'Algérie, une Algérie se déplacer dans la ville de Kharata que je connais très bien. Je ressens de la joie, je ressens aussi de l'admiration à ce peuple de Kharata qui était vraiment très solidaire, très accueillant et qui a fait de cette journée non seulement une journée pour Kharata, mais il a fait de cette journée-là une journée nationale pour la révolution du sourire. Alors, si Kharata تبدا le 16 février 2019 تلحق تزور ياك تدارنا الجزائر مرة. Le 16, aujourd'hui le 16 février 2021 إن شاء الله أتلحوا إن شاء الله أتشكفوا الميزيرية إن شاء الله أتغلق ثبورث إن شاء الله أتغلق ثبورث نتغرث ثبورث نتغرث du نظام الغولة. Je disais donc à Jamal. On a parfaitement compris, même si on ne parle pas, mais allez-y, traduisez. Oui, on je peux traduire. On a compris. Hein. Donc, le 16 février... La porte sera fermée. Oui, le 16 février 2019, elle a démarré à Kharata, elle s'est élargie, elle a touché toutes les villes, même les petits villages de l'Algérie, pendant 2 ans que ce peuple est dans la rue. Et aujourd'hui, le 16 février 2021, cette révolution va continuer. Elle continuera. Elle va arrêter cette miséria. Elle va fermer cette porte de la grotte de son nidam, el roula. Inch'Allah, comme disait Sil Hussein Allah yarhamou, Yinad, Azk, Atili Tafat. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la lumière démarre. Et nous allons écouter Maître Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamal. Bonsoir à vous et à tous vos invités. Alors, vous étiez à Kharata. Dites-nous un peu ce que vous avez vu. Vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Je vous rappelle seulement, Zoubida Assoul, qu'il y a une interruption automatique. Hein. Ce n'est pas nous qui allons vous couper. 3 minutes... s'il vous plaît, je vous en prie. Alors aujourd'hui, c'était une journée d'abord du retour des marches pacifiques, de la révolution pacifique. C'était l'unité de ce peuple. Il y avait des Algériens et des Algériennes qui sont venus de toutes les régions du pays. Donc c'était vraiment très émouvant de retrouver tous ces visages. Kharata était accueillante comme à son habitué, à son histoire. Donc c'était à la fois émouvant, mais c'était aussi des questionnements qu'il faudrait qu'on s'en sorte. Il faudrait que l'Algérie s'en sorte et par le haut. Il ne faut plus encore continuer juste à marcher. Et il faut qu'il y ait des solutions politiques. Et la première solution politique pour cette journée, pour moi en tout cas, j'ai eu une pensée pour Amel Khadr Bourg parce qu'il était parmi nous depuis 2019 jusqu'à son décès. Et donc une pensée pour lui parce qu'il a toujours été auprès de tous les Algériens et les Algériennes dans les manifestations pacifiques pendant 1 année et demie. Il a même fait 6 mois de prison ferme. La deuxième pensée, c'est pour tous les détenus qui sont encore en prison, les détenus d'opinion, les détenus politiques, les détenus juste parce qu'ils ont exprimé leur point de vue. Ils ont tout simplement usé de leur citoyenneté de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays. Donc j'espère que le pouvoir va tirer les enseignements et qu'il va d'abord libérer tous les détenus. C'est ce que nous demandons depuis déjà des mois
et depuis déjà 2020. J'espère que le pouvoir va ouvrir enfin le champ médiatique et le champ politique pour les Algériens, qu'ils puissent s'exprimer librement selon la Constitution qui leur donne beaucoup de droits et beaucoup de libertés, mais qui sont brimés malheureusement. J'espère que le pouvoir aussi va comprendre que ce peuple est pacifique, mais aussi que ce peuple a envie de passer de la manifestation à la construction du pays. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Il faudrait que le pouvoir écoute enfin la voix du peuple, la voix de la raison, et qu'on puisse trouver une solution politique qui puisse donner l'occasion à tout le monde de sortir grandi de cette révolution, à la hauteur de la grandeur de cette révolution et surtout de ses objectifs. Les objectifs sont tout simplement construire un état de droit, construire une justice indépendante qui garantit tous les droits et libertés des citoyens et citoyennes, mais aussi donner à notre jeunesse, mais à tout le peuple, l'espoir et l'espérance de pouvoir vivre autrement et construire. Désolé. On va magnifier aujourd'hui. L'avenir du pays est entre nos mains. Bien sûr. Économiquement surtout. Sur tous les plans. Si on veut sauver le pays, لازم نتحدوا لازم بوجيو هذا تاع تخطي راسي وهذا كل واحد يتخبى في الكوزينه تاعو ويدخل لك شونجمون سي تيرميني نو لازم نتحدوا لا للاقصاء ما تبداوش هذاك اسلامي هذاك لايك هذاك ديمقراطي هذاك نو اوني توز يوني وحده متحدين سينو والله يا الجزائر تروح C'est très vrai. Hein. C'est très fort ce qu'il a dit. C'est très vrai. On peut pas, il faut arrêter de se laisser diviser comme ça. Je dirais même que tout ce qui s'est passé pendant la trêve que le Hirak s'est imposé par rapport au coronavirus est finalement redevenu bénéfique pour lui. Je pense qu'on a gagné en maturité politique et que cette conscience que le peuple algérien, que certains et que même beaucoup pensent que ce peuple-là est toujours incapable de choisir, incapable de prendre son destin, là on est en train de voir des choses concrètes devant nous. Qu'un intellectuel ou je ne sais pas, un universitaire parle de cette manière, que le peuple dit aussi. Donc je pense que l'idée, elle est là, elle est présente, il faut juste l'incarner. Je pense que tout est à notre portée et que j'espère que ce peuple-là vivra des jours meilleurs très prochainement. Mais la question que se posent beaucoup de gens sur un aspect des choses qui représente un vrai péril, même s'il est marginal, et que comment faire pour nous débarrasser de nos extrémistes. On essaie de parler vrai. On ne met pas la poussière sous le tapis. Les arabophiles ont leurs extrémistes arabistes. Bien sûr. Les amazigophiles ont leurs extrémistes berbéristes. Les islamistes ont leurs extrémistes islamistes. Les laïcs ont leurs extrémistes laïcistes. Et je m'arrête là parce qu'il y en a beaucoup, des extrémistes. Et ces extrémistes sont en train de polluer le climat social, sont en train d'intoxiquer les bonnes volontés, au point où les gens se disent « Mais c'est quoi mais on va où comme ça ?» Il y a trop de haine, alors que ces gens sont une réelle petite minorité. Mais ils parviennent à être des boules puantes, quoi, à intoxiquer tout le monde. Comment faire pour nous en débarrasser? Donc déjà, il ne faut pas oublier l'effet des réseaux sociaux qui amplifient tout phénomène, toute chose, toute parole, prend parfois et généralement des mesures qui ne sont pas vraiment vraies. Mais ce genre de manifestation, en fait, l'ouverture de l'Algérie, quand on rencontre les Algériens, on se rend compte que tout ce qui se vit, tout ce qui discute, tout ce qui circule sur Internet n'a aucune valeur. Pour parler des moyens, Djamaldine, je pense clairement il n'y a pas d'autre moyen que ceux qui se considèrent sages de tout bord politique prennent leurs responsabilités en main. On ne peut pas, comme ce qu'il a dit, l'Almas,
très bien dit ça, en fait. On ne peut pas se cacher dans notre coin et dire Tarasi, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène social, ce qui s'appelle NIMBY, not in my backyard. C'est-à-dire, chacun se cache, il ne dit pas dans mon jardin, j'espère que ça se passe dans le jardin du voisin. Oui. C'est le phénomène NIMBY, les sociologues l'appellent. Donc, c'est un phénomène qui existe partout, en France, ailleurs. Mais nous, en Algérie, on est face à un danger qui va nous amener tous. L'Algérie peut disparaître du jour au lendemain. Je pense que c'est un appel du cœur qui va arriver, qui va atteindre tous les cœurs de tous les sages, et que tout le monde doit maintenant prendre son destin en main, qu'on arrête tout de suite. Et je pense que chacun parmi nous, on est tous responsables de ce qui s'est passé. Il ne faut pas rentrer dans cet angélisme, genre non, moi je suis pour rien, c'est lui l'extrémiste. Non, on est tous responsables. Relayer de l'extrémisme, tu deviens un extrémiste. Ne pas dire à quelqu'un non, il faut que tu t'arrêtes là tu as dépassé. On ne peut pas aller. Donc là, je pense qu'il n'y a que de cette manière. Et puis il faut les mécanismes. Ils vont venir, je pense, bientôt les mécanismes. Exactement, Jamal. Et il y a des extrémistes de tous bords. Et c'est malheureux de le constater aussi et de dire que le pouvoir s'en sert. Ouais, comment? Regardez, le Zaïr TV. Franchement, c'est mesquin. Ce qu'elle a écrit, oui, ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils ont dit, oui, sur cette magnifique journée nationale algérienne à Kharrata. Ils ont parlé du MAC, ils ont parlé du RCD, ils ont parlé de Rachad. Ils sont même allés dire que Kharrata va devenir, elle sera un nid de Covid pour l'Algérie. C'est honteux de voir une chaîne de télévision parler aujourd'hui d'un mouvement très grand, un mouvement populaire, qui a enclenché une dynamique populaire. Alors, moi je pense, et je n'ai pas cessé de le dire à chaque fois, à chaque intervention, je n'ai pas cessé de dire que, certes, c'est vrai, il y a des extrémistes du côté démocrate, il y a des extrémistes du côté islamiste, il y a des extrémistes de tous bords. La nature de la société humaine, elle est faite ainsi. On ne peut pas être tous kiff-kiff, on ne peut pas manger tous dans la même marmite. Alors, le seul moyen, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, et le pouvoir les exploite, les utilise pour justement briser et casser notre révolution. Alors, aujourd'hui, le seul moyen pour moi, il faut aller vers un cadre. Ça fait 2 ans maintenant que le Hirak n'est pas organisé. Quand je dis il faut aller vers l'organisation du Hirak, ça ne veut pas dire le structurer, lui faire un président, lui faire le calquer, comme ces partis politiques qui ont tout échoué à chaque fois, mais il faut trouver un cadre rassembleur, un cadre qui va rassembler tous ceux qui y croient réellement et vraiment, et qu'ils l'ont démontré sur le terrain, ils y croient à cette volonté populaire d'aller vers un changement et ne serait-ce de tracer ensemble une feuille de route et de rappeler. Ce n'est qu'un rappel. Prendre note de ce que le peuple veut, de ce que le peuple a tout le temps revendiqué, un État de droit, un État démocratique, et j'en passe. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut couper l'herbe sous ces extrémistes de tous bords. Si on laisse le mouvement comme ça, on se dit il restera toujours populaire comme ça, etc., nous allons vivre toujours ces tentatives de division, ces dénigrements, et ces extrémistes-là seront tout le temps exploités par notre pouvoir. Hicham Khiyat est avec nous, coordinateur national du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie. Hicham Khiyat, marhaba bik. Monsieur Jamal, merci pour l'invitation. Merci. Alors, vous étiez à Kharrata aujourd'hui? Oui, j'étais à Kharrata, j'étais avec le peuple algérien. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez 3 minutes, mais essayez de rester dans le cadre des 3 minutes parce qu'il y a une coupure automatique. Pardon. À Kharrata, ça c'est le message était clair, que la révolution populaire va se poursuivre, que le peuple algérien va rester uni et pacifique, que cette révolution va continuer jusqu'à construire l'état de droit et l'état
du peuple, que aussi peut-être on devra dans les jours qui viennent penser à organiser cette révolution. On ne peut pas la laisser comme ça anarchique. Là, personnellement, je suis convaincu maintenant qu'il faut vraiment penser comment organiser et structurer cette révolution. Le système, il est organisé pour tuer cette révolution, pour continuer, pour se régénérer, mais en contrepartie, nous les opposants, on n'est pas, c'est-à-dire on n'a pas une seule vision, on n'est pas unis, on doit penser collectivement pour vraiment booster cette révolution, pour la faire réussir. Et à partir de là, ces jeunes devront continuer cette lutte, cette révolution, pour forcer ce système à partir. Cette Algérie doit avoir son indépendance réelle pour vraiment construire des institutions qui représentent le peuple et qui travaillant et qui vont développer ce pays et vont le rendre parmi les grands pays. Il a toutes les capacités pour devenir une grande puissance. J'espère que cette révolution va réussir et que ce système va dégager. Merci, Jamel. Merci beaucoup. Alors que quelques commentaires sur mon profil Facebook, des gens qui commentent la journée de Kharrata. Subhanallah, j'écris ça et je lis sur la route Happiness Street, la route du bonheur. À tous les Algériens, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est tout ce que nous souhaitons et du fond du cœur. Alors j'ai oublié de dire les noms, Bouzda ou Nora. Lamia Boudissa, la Issaba ferait mieux de préparer ses valises. Et Najib Houaï Mellak, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors, Euronews et France 24, Slimane Kaoud, Euronews et France 24 ont rapporté l'info. Nos chaînes TV passaient des émissions sur la bouffe. Et je passe sur le reste. Alors, pardon. Messoud Leftissi est avec nous. Merci Messoud d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, c'est un honneur pour moi. Merci à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Vous étiez à Kharrata. On attend de vous que vous nous disiez ce que vous y avez vu. En fait, aujourd'hui, moi, je n'ai pas participé à la marche de Kharrata pour des obligations professionnelles. D'accord. Sauf que je suis de près ce qui s'est passé. C'est un bon signe pour le pouvoir en place que la révolution, la détermination du peuple algérien elle est toujours là. Et il faut rappeler que nous allons fêter dans quelques jours la deuxième année après le déclenchement de la révolution populaire. Et voilà, il faut tirer le maximum de leçons parce je rejoins tout à fait votre collègue qui a parlé de l'organisation du Hirak. Il faut vraiment aller vers l'avant en organisant le Hirak pas uniquement sur la structuration ou la représentation dont je ne suis pas tout à fait d'accord, mais plutôt sur la radicalisation du mouvement. Parce que là, à mon sens, il faut aller vers des outils très efficaces tels que la désobéissance civile, tels que la grève générale, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est honteux de la part de certains partis politiques qui se sont affichés comme opposants au départ et actuellement, ils cautionnent à la pérennité de ce système en acceptant l'invitation de Tebboune pour dialoguer. Je crois que dialoguer dans le sens où ramener des exploits et gagner du terrain, c'est dialoguer en position de force. Aujourd'hui, la révolution, elle n'est pas vraiment dans une position de force tant qu'elle n'a pas allé vers des moyens très radicaux tels que la désobéissance civile et la grève générale pour justement obliger ce système à aller vers une période de transition dont on en a réclamé dès le départ du Hirak. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous ont accusés d'aller vers le risque et l'aventure, je leur dis qu'aujourd'hui, 2 ans déjà qui sont passés et nous sommes revenus à la case de départ. Donc, 2 ans, ils étaient suffisamment, elles étaient suffisantes pour organiser une période de transition, l'élection d'une assemblée constituante, parce qu'à mon sens, on ne peut pas parler d'un changement du système où la constitution elle a été écrite par un comité désigné par le président lui-même.
Donc si on veut parler d'un changement du système, un changement du régime, un changement du mode de gouvernance, ne doit se passer que par l'écriture d'une nouvelle constitution, que le peuple seul qui décide son mode de gouvernance et le régime qu'il le voit ou qu'il le juge donc efficace pour la gouvernance de notre pays. Voilà, donc à mon sens, c'est un bon signe qu'à Kharrata aujourd'hui il y avait des manifestations. Peut-être le 22 février, donc on verra un déclenchement dans toutes les wilayas de la République, mais il faut aller vers des outils très efficaces à mon sens. Pas uniquement sortir le vendredi. Merci. M. Defti, si je me permets de vous interrompre avant que vous soyez coupé automatiquement. Impressionnant. Alors, quelques autres commentaires. Le Kamel Bouchelkia, le peuple sur Facebook, ce sont des commentaires sur Facebook. Kamel Bouchelkia, le peuple ne perd jamais. Sans aucun doute, il ira vers son destin, quels que soient les obstacles que le régime dictatorial met en place. Jamel Tari, c'est formidable, c'est beau, c'est merveilleux quand le peuple parle. Sid Ben, Kharrata dans le passé, Kharrata dans le présent et Kharrata dans le futur est toujours une ville fière et debout. Alors, mes chers amis, le Kharrata a parlé, comme vient de nous le dire notre ami, reste la suite des événements, mais il semble que ce régime soit déterminé. C'est un peu comme s'il avait trouvé une stratégie, laisser parler les gens se manifester en Kabylie, mais empêcher à tout prix les Algériens de sortir dans le reste du pays, un peu comme pour dire « Oh, ce n'est pas un Hirak de tous les Algériens, c'est une seule région qui a l'habitude d'être dans la contestation ». C'est un peu pour banaliser, si vous voyez ce que je veux dire. Et on nous dit aussi que pour Alger, ils vont tout faire pour empêcher les gens de s'y rendre, alors que les Algériens sont en train de dire partout, il n'y a qu'à aller dans les réseaux sociaux, nous irons à Alger, quoi qu'il se passe. Moi, je pense que oui. Maintenant, la preuve, on connaît très bien les ruses de ce régime, mais je pense que le peuple a décidé. La preuve, le 22, ils ont tout fait. On a vu les camions de CRS, on avait des centaines, peut-être des milliers de policiers. Ils n'ont rien pu faire face à une foule. On le sait très bien. Même n'importe quelle institution de la police, ici ou même ailleurs dans le monde, ne peut pas faire face à une foule. Ce n'est pas possible. On peut récolter combien, on peut ramener combien de policiers dans une ville. Déjà, on en a combien en Algérie? On ne pourra jamais contrer. Et donc, d'où ce qu'on entend un petit peu, ce que nous aussi, on conseille à tout le peuple algérien, c'est de se rendre à Alger. Pourquoi? Tout le monde le sait. Les dictatures, les régimes tombent dans leur capitale. Ah oui. On ne peut pas aller un petit peu partout. Et je pense que ce qu'il a dit tout de suite, M. Defti, est aussi intéressant, c'est qu'on ne peut plus maintenant se contenter du Hirak phase 1, c'est-à-dire qu'on sort un jour, 2 jours par semaine, ce n'est pas suffisant. Le régime s'est adapté avec ce genre de contestation. On lui donne le temps de repli, le temps de trouver des solutions, le temps de s'adapter avec nos exigences. 2-3 jours, on ne peut pas faire ça. Maintenant, il faut exiger un blocage, un blocus. Il faut que ça vienne du peuple, certainement. On ne peut pas leur dire, nous, ici, de l'étranger, il faut faire de la désobéissance civile. Malgré que je pense vraiment que c'est la seule solution qu'on a. Il faut camper, il faut rester dans les rues. Pourquoi? Parce que ce système ne comprend pas autre chose. Si, parce que le civisme, Silmiya et le Hadari et le civisme que le Hirak porte, c'est très bien. Et on ne peut pas faire autrement. Mais ça ne veut pas dire le civisme qu'on reste sur les mêmes méthodes, sur les mêmes moyens. On ne peut pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus, pardon de vous interrompre, est-ce qu'il ne faut pas non plus lancer un appel clair aux forces de sécurité? Je me suis permis, sur mon espace Facebook,
d'appeler les agents des forces de sécurité, les soldats, d'être du côté de leur peuple, de ne pas obéir aux ordres de répression, parce que ce mouvement est un mouvement juste, c'est une revendication légitime. Nous ne sommes pas en train de demander des choses, nous sommes en train de demander un état de droit, la séparation des pouvoirs, que l'armée restitue le pouvoir au peuple. Donc, est-ce que appeler, parce que deux personnes, une dame et un monsieur, m'ont écrit pour me dire c'est un appel à la rébellion. Est-ce que appeler les services de sécurité à ne pas réprimer leurs frères, à ne pas obéir à des ordres émanant de gens qui ont confisqué le pouvoir, est-ce que c'est un appel à la rébellion? Non, pas du tout. C'est un appel à l'éthique, en fait. En fait, l'arme et tout ce qu'on a, tous les moyens que disposent les policiers, ne sont pas faits pour réprimer ce genre de manifestations. Les forces de l'ordre sont mandatées pour réprimer des casseurs, pour réprimer des gens qui sont là pour casser les biens de tout le monde, en fait. Voilà, les biens publics. Oui. Mais les Algériens, on l'ont fait depuis 2 ans, ils n'ont pas touché un arbre. Donc on ne peut pas empêcher ce peuple de s'exprimer alors qu'il s'exprime de cette manière, de ce civisme. Donc moi aussi, je relais ce que tu dis, on nous demande vraiment solennellement et fraternellement, parce que c'est nos frères. Qui n'a pas un frère qui travaille policier ou gendarme? On en a tous, un cousin, un petit cousin, Donc on leur demande, c'est très difficile pour eux, parce qu'on sait que l'Algérie, c'est pas un État, c'est pas des institutions, c'est un conglomérat de mafias, c'est des mafias. Le capitaine, le je ne sais pas qui, le haut gradé, c'est un mafia, il va les harceler, il va les virer de leur emploi, ils vont les envoyer dans le désert, on va tout leur faire, on va les harceler professionnellement, physiquement. Donc on le sait très bien que c'est difficile. Mais si on pense qu'on est tous dans la même barque, cette barque va couler tôt ou tard si on ne fait rien. Ça va couler, l'armée algérienne va intervenir au Mali. On va voir des attentats, que Dieu nous préserve, des problèmes chez nous. Il n'y a plus de réserve de change. Ce système, il est en train de vendre l'Algérie aux étrangers pour rester au pouvoir. Qu'est-ce qui va nous rester ? De proposer l'armée en mercenaires, dans des pays étrangers. Dans des pays étrangers pour que les gens, pour les capitales internationales, pour la France et d'autres, se taisent sur ce qui se passe. Donc on ne peut pas faire autrement. Avant qu'on dit le bled, on dit je ne sais pas comment on dit ça. Donc on ne peut pas attendre, ça va couler, on va tous couler. Et regardez ce qui se passe ailleurs. Donc, Alors, Khalaf Saïdi, demandez à nos soldats, à nos policiers, à nos gendarmes qui sont dans l'armée et dans la police du peuple, leur demander de ne pas user de violence, de ne pas réprimer les manifestants, de ne pas obéir aux ordres du despote, d'une junte, d'un régime despotique, dictatorial. Est-ce que c'est un appel à la rébellion? Non, pas du tout, Jamal. D'ailleurs, je le partage. Moi, je dirais plutôt c'est un appel au bon sens. C'est un appel à la sagesse. Un appel à la sagesse. Nous avons un peuple qui est resté pratiquement 1 an à occuper les rues, les places publiques, dans le monde entier. L'a remarqué, l'a félicité, et chaque vendredi, chaque mardi, et après, on a rajouté encore la journée du samedi, et il n'y a pas une vitrine cassée. Il n'y a aucune violence, aucun débordement, aucun dépassement. Donc ce peuple, Jamal, comment je l'appelle, moi je l'ai qualifié, je dirais que nous avons un peuple qui, inconsciemment, est devenu conscient qu'il faut changer ce système-là. Mais hélas, nous sommes face à un pouvoir qui est consciemment inconscient. Ce pouvoir, il est consciemment inconscient. Il ne cherche qu'à rester, qu'à continuer, et dans la médiocrité, et qui fait... Mais est-ce que ce n'est pas suicidaire pour lui-même? C'est un peu comme quelqu'un qui fonce vers le mur et qui accélère en plus, et qui, encore mieux, klaxonne. Est-ce que ce n'est pas suicidaire pour lui? Bien sûr, c'est suicidaire, c'est aller droit dans le mur. Ils sont dans le mur aujourd'hui. Oui. Ils sont dans le mur aujourd'hui. Tous les signaux sont au rouge.
toutes les alertes. Quand on voit, j'ai appris ce matin qu'un jeune collégien à Al-Djelfa, un jeune collégien à Al-Djelfa, s'est immolé, s'est mis le feu. Il est décédé, mskin. Il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Quand on voit aussi à Djelfa, Pourquoi il s'est un suicidé? collégien, je ne sais pas encore, Rabbi yarhamou. J'ai lu ça ce matin dans la presse. Quand on arrive à voir des jeunes Algériens, garçons et filles, et même des personnes âgées, ne cherchent qu'à fuir, qu'à quitter le pays. Et même des femmes. Et même des femmes. Avec des enfants. Avec des enfants. Et même des fonctionnaires. Voilà, et même des fonctionnaires. On dirait que tout le monde, là-bas, essaye de fuir le pays. Mais en réalité, ce n'est pas fuir le pays, mais parce qu'ils en ont marre. Fuir cette pauvreté. D'ailleurs, pendant le Hirak, la première année, la Harga s'était arrêtée. C'était arrêté, ça s'est calmé. Ouais. Mais donc, nous vivons toujours dans ce contexte-là, hein, social, qui, de misère en misère, on compte encore toujours sur la rente pétrolière. Jusqu'à quand? Donc ce pouvoir-là, il ferait mieux d'écouter son peuple et d'aller vers un vrai débat, un vrai dialogue national avec tout le monde et préparons ensemble cette période de transition et construisons l'Algérie pour les futures générations. Moi j'allais juste dire par rapport à ça, et surtout actuellement, un an après l'arrêt des manifestations, genre le Hirak, le peuple a donné toute la chance à ce régime, à cette mafiocratie pour trouver une solution. Il y avait une trêve, il n'y avait plus de pression dans les rues. Il avait tout pour soi-disant trouver des solutions et aller peut-être séduire ce peuple-là. Non, il a rien fait. Il a raté un an entre magouilles, entre mains étrangères, entre des vieilles méthodes. Et récemment, il est en train de sortir les mafias de la prison. Et puis encore, la gestion consciemment, inconsciemment. Voilà, la gestion économique, le manque de liquidité, la gestion du coronavirus, tout a montré que il y a un grand problème et que ça ne changera pas avec l'arrivée de Tebboune ou d'autres. Nous allons écouter Karim Tabou, puis nous recevrons Badr Dingerfa. لا يغني ولا يسمن من جوع. باسكو ولا لو كنا نفكر هيبه كيسماوني ركاز ما بغانا هذا الدون دي فكره ولا النار. ما ذي وقالك تحوسن على المكاسب والمناصب والمقاعد الله يسال عليهم. هذه يسال ربي فلاسم. منين كنا نبقاو ثابتين مجندين موحدين سلميين صامدين وصامدون لكن يسهوا ليلين لكن يسهوا غادا تقابلن سكركسنسن في بعض الاحيان يفتعلوا بعض النقاشات الهامشيه يجندوا جيوش مرتزقه دي ميرسونير pour créer les faux débats pour casser la dynamique du peuple pour diviser les Algériens. Attention, vous savez أتجنجونن كان باسكو هذه الجزائريين عندها ميلة دوك السمر بدنا ودوك السمر رفلا للشرق ناخذ الغرب للجنوب ناخذ الشمال يدوك الوجدود الجزائريين شحال فرحة غساكي من لا هذيك يوسف سيدي بن عباس. Encore quelques commentaires sur Facebook. Lili Bey, oui, Kharrata toujours aussi belle, aussi rebelle, aujourd'hui magnifique, majestueuse, nous sommes si fiers. Kamel Bouchlikia, grandiose peuple en marche, révolution pacifique pour mener à bien cette révolution démocratique. Abdou Harak, le pur Hirak comme on l'aime, on savait sur le terrain qu'il ne restera que les authentiques Mabrouk Alina. L'Arbi Nafa, un tsunami humain à Kharrata après une pause à cause du Covid. Houssine Ammi, Azul Villaoun, j'espère que c'est le début et que ce sera le triple de ça à Alger. Anissa Rachef, impressionnant et sans ambiguïté, le retour du Hirak est incontournable. Alors, nous allons recevoir Badr Dingerfa. Merci d'être avec nous, Badr Dingerfa, cadre du FIS. Marhaba bik. Merci pour votre invitation, Sidi Jamal Eldin. Merci. واش نقولوا على هذا اليوم
Moi, personnellement, j'ai retrouvé mes 20 ans. Dites-vous, si Jamaldine, avec mon ami Abdelghani, je me suis retrouvé avec sac à dos, autostop, bus, etc. Et je me suis retrouvé à 2 h du matin à la Khalata la rebelle, Khalata l'histoire, Khalata al-Harak, Khalata Sawra Silmiya. Et puis, quel istiqbal. Alors, je profite de cette occasion pour نحيي أهل خلاطة نساء ورجال استقبلوا tout le monde à 2 h du matin, il y avait déjà les drapeaux, il y avait déjà l'ambiance et on retrouve des amis et puis quelqu'un qu'on connaît même pas qui nous ramène le béto, Nurkudo, Zalléo, Naftro. C'était formidable. On a retrouvé des militants de toutes les wilayas. J'ai retrouvé des amis, même Bel Abbas, même Dialet, même Galma, même Soukaras, même Maaskar, même Tizi Ouzou, même Djaya, même toutes les contrées lointaines d'Al-Bled. Kola, union, solidarité, Selmia. Et ce qui est extraordinaire, Khoya Jamaldine, cette détermination, رغم واش داروا عام في الفيسبوك واش ما داروا مشاكل بالذباب وبالناس الخدامه عندهم tous les Algériens, hommes et femmes, jeunes et vieux qui sont retrouvés اليوم solidaires et décidés à être au rendez-vous de l'histoire le 22 février 2021. كل الناس تتكلم على 22 février 2021 le retour في les espaces publics. الميادين الشرف ميادين النضال c'est vraiment extraordinaire. Les Algériens se retrouvent هذا واش لقيت جزائريين رجعوا لنفوسهم ما بقات مشكله تاع كوفيد ما بقات مشكله تاع ايديولوجيات ما بقات مشكله تاع تخوين كلهم pour le changement radical. Merci Khalata, merci nos concitoyens de Khalata, merci à tous les Algériens et Algériennes اللي جاوا يعني toutes les comtés, il y avait des vieux qui sont arrivés, j'en suis un, et il y avait des jeunes, alhamdoulilah, il y avait des nés qui كانوا في الحباس, toujours aussi forts, جاو قالوا كلمتهم. Je crois que l'Algérie prend son chemin de la liberté. L'Algérie va se libérer, ça prendra le temps qu'il faudra, mais l'Algérie au rendez-vous de l'histoire, l'Algérie est un grand rendez-vous avec la liberté, avec l'indépendance. تحيا الجزائر ويحيا الشباب ويحيا تحيا النساء ويحيا كل الجزائريين الأحرار وحرائر الجزائر. Voilà ce que j'ai à dire avec tout l'enthousiasme voulu, si Jamaldine. Merci, Badreddine Guerfa. Alors, nous enchaînons avec d'autres images. Mohamed Ben Aïssa, le slogan central maintenant du Hirak, qui passait, il y avait plusieurs slogans au début. Maintenant, le Doula Madaniya, qui est Meshi Askari, qui était un des slogans, est devenu le premier slogan. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que ce qu'on parlait tout à l'heure de la dignité du peuple algérien, de sa mémoire vive, qui sait très bien qu'en Algérie, tout ce qui est façade, tout ce qui est président, ministre, c'est une façade. Depuis l'indépendance, on le sait, ça a été dit, et grâce à des militants, à Ahmed et d'autres, qui ont mis depuis l'indépendance la main sur ce point-là, qui est le coup d'État de l'armée des frontières, accentué avec le coup d'État de 65, et après on rentre dans un État militaire. Donc on le sait très bien, ça ne va pas changer. Tout ce qui a été fait depuis l'indépendance,
On sait qui a ramené les présidents, qui a ramené Chadli Benjid, qui a envoyé Chadli Benjid, qui a ramené Bouteflika, qui a tué Boudiaf. Donc ça, c'est devenu un dogme. Un dogme dans le changement politique en Algérie, on ne peut pas le faire autrement. À un certain moment, avec l'arrêt des marches, on a essayé de greffer à ce slogan un autre slogan pour dire que Dawla Madaniya Machi Askariya ou Machi Islamiya. Donc ça a été rejeté tout de suite un petit peu partout en Algérie, ça a été rejeté ici, et ça a été rejeté même là, j'ai les échos qu'ils ont essayé de sortir de ce genre de slogan à gauche et à droite, ça a été rejeté. Pourquoi? Parce que un État civil, c'est un État civil, non militaire, un État civil, ça veut dire tout simplement un État non théocratique. Mais c'est un État non intégriste, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas avoir un État civil, un État théocratique, ça ne colle pas. Un État théocratique, ça veut dire que la légitimité vient comme chez les chrétiens ou comme je ne sais pas qui encore chez les chiites, nous, on n'a pas de clergé. Donc on le sait très bien que même nous, on n'a pas ce problème. Et en plus, ce qu'on a vu aujourd'hui, cette tolérance, quand on parle de Ali Belhaj en plein Kabylie, c'était un message politique très fort. Très fort, pourquoi? Parce qu'il y avait toute une machination depuis presque un an pour dire que, attention, la Kabylie va être envahie par les islamistes. Va être envahie, on veut dire les choses claires, va être envahie par Rachad, va être envahie par les islamistes intégristes. Ils vont casser tout ce qui a été construit, ils vont casser le mouvement berbère, ils vont casser toute cette lutte, tout ce qui a été cumulé, tout ce qui a été réalisé. Le peuple algérien dit non. C'est tout simplement un procès d'intention. Oui. C'est comme cela a été fait en 92. Bien sûr. Ça veut dire on vous accuse quelque chose que vous n'avez pas encore commis pour pouvoir vous dégager. Donc c'est la même procédure qui n'a pas changé. Donc le peuple a montré qu'on fait la différence. On a une tragédie nationale, tout le monde le sait. On a cette tragédie, mais on demande tous une justice. On ne demande pas une lecture idéologique de ce qui s'est passé pendant les années 90. On demande une justice. Ça viendra quand on rentre dynamique vérité et justice. Vérité de justice quand on rentrera dans un état de droit et on ne peut pas échapper à ça. Ceux qui ont fait du tort mais ceux qui sont en train d'utiliser ce cheval de Troie pour diviser les Algériens en mouvances idéologiques antagonistes. Ils ne le font pas pour rien. C'est parce qu'ils savent qu'il y a une peur au sein de la société. Et bien sûr. La société a peur. Certains de nos compatriotes ont une réelle phobie de l'installation éventuelle d'un État théocratique. Comment faire pour les rassurer, ou du moins pour être avec eux dans la préparation d'un cadre? Je ne parle pas de préalable. Préalable, c'est un peu comme si quelqu'un vous montre du doigt. Voilà. Je parle d'un consensus démocratique où tout le monde viendrait s'inscrire, où tout le monde serait rassuré que l'Algérie nouvelle sera une république démocratique, réellement démocratique. Comment faire? Je pense que il faut faire confiance au peuple. Moi, déjà, la crainte que tu as relevée, moi, je pense que la crainte n'existe pas chez le peuple, elle existe chez certains intellectuels, certaines intelligences algériennes. On les connaît, on les voit un petit peu partout. Ceux qui sont touchés, certainement de près ou de loin, par la décennie noire. Et on les appelle souvent par ceux qui sont laïcs, qui veulent l'État laïque. C'est eux qui exposent souvent dans les réseaux sociaux, à la télé, cette crainte d'un islam politique ou d'une dérive intégriste de la future État algérien. Mais ça, c'est révolu. On le sait très bien. Qu'en Tunisie, les islamistes y gouvernent. Est-ce que la Tunisie, avec tout ce qui a été fait depuis 2011, la constitution que tout le monde dit qui est la constitution la plus développée dans le monde arabe ou musulman, au Maghreb, et qu'on sait très bien que le mouvement Nahda est un mouvement islamiste, est-ce que la Tunisie a sombré dans un État théocratique? Pas du tout. Erdogan, on le traite d'islamiste. Est-ce que la Turquie est sombrée dans un État théocratique? Bien non. On va en Turquie, vous allez tous être certainement, on trouve de tout en Turquie. On trouve une mosquée ouverte comme on trouve autre chose, un bar ou une discothèque. Donc je pense que le peuple algérien en a marre de cette manipulation de la religion. Déjà, il vit très dur que l'État manipule la religion à travers son ministre des Affaires religieuses et à travers tous les imams qui sortent à gauche et à droite pour interdire les manifestations. Donc je pense que nous,
on refusera, le peuple en général refusera toute manipulation de la religion, toute dérive. On veut un état de citoyenneté où on ne fait pas la différence entre un Algérien musulman ou non musulman. On sait que la majorité du peuple algérien a une religion. Il adhère à cette spiritualité qui est musulmane, cette culture, on peut même aller plus loin, cette culture musulmane, mystique, tu peux la décrire comme tu veux. Tu peux pas, comme disait un ami à moi, il m'a dit, tu vas à Tizi Ouzou, tu trouves quelqu'un qui sort du bar, tu l'insultes le prophète, il va te taper. Donc ça, c'est une culture que tu peux pas la balayer avec juste un slogan et dire non, on veut juste éradiquer. Mais pourquoi à Tizi Ouzou? Partout en Algérie, tu vas dans n'importe quel bar, tu insultes le prophète, on te tape. Que ce soit au Haran, que ce soit les Algériens, même non pratiquants, pour dire que... ils disent respecte les autres. C'est une culture, comme vous venez de le dire. Il faut pas... Khlef Saïdi, et nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Il y a une marche prévue ici à Paris. Tout le monde est en train de nous dire qu'elle sera je ne veux pas utiliser de termes grandioses, mais qu'elle sera très importante. Beaucoup de gens vont venir d'un peu partout de la France. Et juste après, le lendemain, 22 février, tout le monde attend que le Hirak reparte en Algérie. Sauf qu'il y a, à mon avis, un petit problème qu'on a vu aujourd'hui à Kharrata. Pourquoi est-ce que les manifestants algériens n'adoptent pas des mesures sanitaires de protection? Le masque, la distanciation sanitaire, comme cela se fait dans le monde entier, parce que je rappelle que dans le monde entier, il y a des manifestations. Ici en France, on en voit tout le temps. Oui. Mais tous les manifestants portent des masques et observent une certaine distanciation. Pourquoi, chez nous, on a vu à Kharrata, je n'ai quasiment pas vu de masque. Au point où on nous a dit que c'est des vieilles images. Parce qu'il y avait... Oui. C'était ballot, on aurait vu les masques. Oui. Donc pourquoi? Moi, je dirais qu'il y a encore cette aqliya, dans le bled. Il y en a plein qui... D'ailleurs, je l'ai entendu quelqu'un le dire, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus ni de la police, ni de la peur, ni rien du tout. Donc, ils prennent encore ça à la légère et c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Allah yadikum. S'il vous plaît, protégez-vous. Mettez un masque, protégez-vous et protégez ceux qui vous entourent, ceux qui sont avec vous. Et dans le monde entier, regardez ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des marches de partout. Il y a des gens qui travaillent, qui vont au travail tout le temps, qui montent dans les bus tout le temps. Et ils sont tout le temps porteurs de masques. Le masque, pour moi, c'est une protection. Donc, je répète encore une fois, je lance un appel. Je lance un appel à tous les hirakistes. Ne sortez pas comme ça sans vos masques. Prenez des masques. Masquez-vous, c'est très important. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, que cette Covid-là, elle a terrassé le monde entier, elle a ravagé le monde entier. Et la preuve, elle vient de me prendre. Mon père, Allah yarhamou. Rabbi yarhamou. Et donc, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de Covid, moi je leur dis qu'elle existe, je l'ai vécu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, faites attention. Je voudrais rebondir aussi sur la question de la reprise du slogan Madaniya, Mashi Askariya, en tête des slogans aujourd'hui. Heureusement qu'ils l'ont fait. Heureusement qu'ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, et je l'ai entendu de la bouche de M. Tebboune, quand il appelle Chengareha mon général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, maintenant, il se comporte comme un militaire. Et la preuve... Mais personne n'en a douté. C'est les militaires qui l'ont mis. Oui, mais lui-même... Il sait que c'est les militaires qui peuvent l'enlever. Mais là, lui-même, maintenant, il est devenu comme un général ou un militaire. Donc, et l'appel, le soi-disant dialogue dont il parle, pour moi, c'est une forme militaire, c'est une convocation. Il a convoqué certains partis, certaines personnalités, comme à l'habitude, comme ça se passe à l'armée. Et je me permets de rappeler
un appel de notre ami Salim El-Aïbi qui nous informe, qui donne rendez-vous à tous les Algériens dans la région de Marseille, il leur donne rendez-vous le dimanche prochain, 21 février, à 15h au Vieux-Port pour fêter le 2 ans du Hirak pour une Algérie libérée de la mafia militaire corrompue. Merci à tous mes amis qui ont participé à cette émission. Mohamed Ben Issa, Khalaf Saïdi, Asia Gishoud, Nabil Ismail, Aïssa Rahmoun, Masoud Leftissi, Hicham Khiyad, Zoubida Assoul, Badreddin Gerfa. Merci à vous, chers amis. Merci beaucoup de nous accorder votre attention. Qawala khair, salama.